Tout le monde aime Regina George. Tout le monde veut être ami avec elle. Mais tout le monde a peur d'elle. Elle règne sur le lycée comme d'autres sur leur royaume, décide de qui est à la mode, de qui il faut aimer ou détester, de qui l'on peut se moquer, et ça, sans jamais être punie ou arrêtée. Regina George est une harceleuse, et dans le film Lolita malgré moi, c'est la quintessence du cool. Au collège, Gabrielle, elle, a croisé sa Regina George. Pendant de longs mois, elle fut sa cible privilégiée, jusqu'au jour où elle a décidé de se rebeller. Vous écoutez Transfert, épisode 223, un témoignage recueilli par Grégory Cureau. J'ai 12 ans, j'arrive dans cette école et donc je découvre, comme plein d'autres jeunes, une nouvelle classe avec des garçons, des filles et plein de gens. Et entre autres, au milieu de toutes ces personnes, il y a une fille, elle a quelque chose d'attirant, elle a des yeux verts mais dingues, elle a des cheveux noirs et alors contrairement à la plupart des filles de la classe, elle est très belle. Voilà, on essaie de tant bien que mal se faire des amis. Je me dis pourquoi pas, elle pourrait l'être. Et très rapidement, je me rends compte qu'en fait, elle me tient à distance et elle n'a pas l'air d'avoir envie que je sois son amie. Et sans aucune raison apparente, en fait, elle commence à me prendre en grippe. Je peux comprendre qu'elle puisse m'en vouloir si j'avais fait quelque chose, mais là, c'est vraiment le début et donc en fait, il n'y a aucune raison qu'elle puisse m'en vouloir. Assez rapidement, voilà, commencer à déjà pas bien m'adresser la parole. Je vais me rendre compte petit à petit qu'elle commence à faire des groupes de gens dans lesquels je suis pas. Elle va avoir des propos de plus en plus déplacés. En classe, quand je parle, elle ricane. Elle fait ce genre de choses. Et donc c'est assez insidieux, mais ça va pour finir assez vite monter. Concrètement, ça va être du style, elle va faire des petites boulettes de papier qu'elle va me lancer dessus quand je suis en classe. Si je me retourne, elle rigole. Quand je suis en classe, les moqueries sont désagréables, mais elle est obligée de se tenir à cause quand même du corps enseignant, qui n'est pas très réactif, mais encore une fois, en classe, c'est plus un peu de la chamaillerie, mais c'est discret. C'est lors des récréations que la puissance monte. Je passe beaucoup de mes récréations aux toilettes à pleurer. Et alors là, à ce moment-là, j'ai une de mes très très bonnes amies qui est avec moi et qui attend juste derrière la porte que j'arrête de pleurer. Elle ne sait pas quoi faire. Moi non plus, je suis juste là. J'attends juste en fait. Les moments que je passe dans les toilettes, c'est vraiment pour ne pas la croiser, car dès le moment où je la croise hors classe et qu'elle a tout son groupe, elle fait vraiment ce qu'elle veut. Un jour, j'allais prendre le train parce que cette fille prend le même train que moi. Et donc, je vais pour prendre le train et en fait, elle est avec son groupe de copains et là, littéralement, elle me crache sur les chaussures. Puis un jour, je dois arriver à l'école et cette fois-là, ma mère me dépose et donc j'arrive par l'espace parking et non par l'espace train et tout le groupe d'amis est déjà là. Et je prends la peine de faire ce qu'on appelle donc le tour au bisou, c'est-à-dire qu'ils sont en cercle et je prends le temps de faire la bise à tout le monde. Et elle est déjà dans ce groupe-là aussi. J'ai pas envie de lui faire la bise, mais je vais quand même lui faire parce que sinon je vais au-delà encore d'autres problèmes. Et donc je prends la peine de tendre ma joue. Et au moment où je tends ma joue, elle prend sa main et elle me retourne une baffe, mais monumentale. Et en fait, c'est horrible. C'est horrible parce que j'ai pris sur moi pour lui faire la bise. Et au moment où je fais ça, elle m'humilie encore plus. Donc en fait, là, je suis juste énervée. Je suis humiliée et énervée. J'avais une bague à mon doigt. J'ai pris le temps de retourner la bague qui avait une sorte de petite pierre vers la paume de ma main. Et je lui ai retourné la baffe, mais avec toute la haine que je pouvais à ce moment-là. Et donc, elle a été saisie. Elle tient sa joue et elle dit « Tu vois, grâce à moi, tu arrives à te défendre. » Comme si j'avais besoin de monter à ce point dans la violence pour se défendre, sachant encore une fois que je ne vois pas ce que j'ai fait de mal. Les épisodes d'agressivité vont continuer et vont monter en puissance. Un jour, je suis dans le train. Je veux simplement descendre à mon arrêt. Et quand je vais pour descendre à mon arrêt, elle est là. Et elle et ses copains me retiennent dans le train et m'empêchent de descendre à mon arrêt. Et l'arrêt suivant est vraiment loin. J'ai pas de téléphone. Il pleut. Je n'ose pas prendre le train dans le sens inverse, sachant que les contrôleurs sont excessivement embêtants et que j'ai déjà eu peu de temps avant une amende. Donc, je reviendrai à pied. Ça me prend une demi-heure de revenir à pied jusqu'à ma maison. Et je suis trempée.
je suis humiliée, je suis triste. Vraiment. Ce jour-là, je dirais à mes parents que je voudrais bien prendre un couteau pour aller à l'école. Et ma maman me dit que non, on prend pas d'armes à l'école. Donc heureusement. J'ai mal au ventre quand je dois aller à l'école dès que je la repère. Je n'ai pas de problème dans l'école si ce n'est elle. Elle est mon problème. J'ai des amis en dehors d'elle qui vont préférer se tenir à carreau plutôt que d'affronter cette espèce de furie. Je ne me sens pas bien dès que je la vois, mais je n'ai pas de problème à aller à l'école, car encore une fois, mon problème, c'est elle. Je ne vais pas mal, mais je vais mal à cause d'elle au moment où je suis en contact avec elle. J'en parle avec mes parents et encore, et je pense que c'est un sujet qui prend énormément de place à la maison parce que mes parents voient que je suis en souffrance. Je peux beaucoup discuter à la maison, je peux parler de ce sujet de long en large, revenir, pleurer, je reçois des câlins, je reçois de l'attention, je reçois de l'amour, énormément d'écoute. Je ne reçois pas d'aide concrète et réelle, en tout cas physique, au sein de l'école, mais je ne me plains pas au sein de l'école. Je ne peux pas dire que personne ne m'aide au niveau des enseignants parce que je n'ai pas été trouver un enseignant. Quand je suis hors du cadre scolaire, je vis une vie normale, d'adolescente normale. Je suis bien entourée, avec plein d'amis, plein d'activités, des activités le week-end, des anniversaires surprises, tout ça. Je vis plein de belles choses. Quand je sors du train, elle reste dans le train. Mes problèmes restent dans le train. Mes problèmes commencent quand je rentre dans le train et que je me tape dans le même wagon. Mais si je peux éviter le wagon, même celui du retour, mes problèmes s'arrêtent dès que je descends sur le quai. Je reviens à la maison avec mon bagage et mon petit sac plein de larmes que je déverse généreusement sur qui sera là. Mais je n'ai pas d'harcèlement à la maison. La porte se ferme, je suis en sécurité. Il n'y a pas de réseaux sociaux, pas d'Instagram, pas de Facebook, pas de WhatsApp, pas de téléphone. Elle ne sait plus m'atteindre. Elle ne peut m'atteindre que physiquement. Du coup, elle en surprofite quand on se voit. Il n'y a pas de bouton stop quand on se voit, mais il y en a un dès que physiquement, elle n'est plus avec moi. Pareil dans la cour. Vu que l'harcèlement se passe essentiellement dans la cour, dès qu'on revient en classe et qu'elle est tenue, elle n'a plus accès à moi. Dès qu'elle n'est plus dans la cour, je me sens bien. C'est vraiment, elle, sa présence physique et réelle. J'arrive à switcher rapidement et à repérer les moments où elle n'est pas là pour pouvoir vivre pleinement toutes sortes de choses qui peuvent m'arriver de façon sereine. Je me tends quand je vois qu'elle s'approche. Si elle est loin, c'est OK. J'ai une sorte de zone de sécurité autour de moi où j'évolue et je sens bien et je rigole. Elle s'approche, je me tends un petit peu. Elle s'approche franchement, je me tends un peu plus. Elle m'agresse, ça devient compliqué. Le temps passe, les années passent aussi et donc j'ai 14 ans. C'est vraiment le dernier jour de l'école. Et donc, ça fait 2 ans maintenant que je supporte et que je vis en fonction de ses humeurs à elle, les moments scolaires, et en fonction de mes humeurs à moi, tous les moments où elle n'est pas là. Donc, on se retrouve dans le train. C'est vraiment le dernier jour de l'école. Après, il y a 2 mois de vacances scolaires qui pointent le bout de leur nez. C'est chouette, tout le monde est léger, il fait beau, c'est sympa. Et je suis avec une copine et on revient à la maison. Et je papote avec cette copine et justement, je suis de bonne humeur parce que c'est la fin, donc est-ce que je rigole plus fort ou quoi qu'il en soit, je l'entends un petit peu plus loin, assise sur une autre banquette et je l'entends répéter tout ce que je dis, mais de façon complètement niaise et ridicule. C'est le moment où en fait, je vrille. Je me rends compte qu'elle est en train de répéter tout ce que je dis. On est sur le dernier trajet de train, le dernier jour d'école. Fous-moi la paix. Fous-moi la paix. Je peux pas dire combien de temps la moquerie a duré avant que je ne réagisse. Je sais juste qu'en fait, je l'entends et je supporte pas. Je me lève avec mon sac, là, vissé sur les 2 épaules. Je fonce vers elle. Et au moment où j'arrive devant elle et que je lui demande d'arrêter, elle a une attitude peut-être plus provocatrice ou peut-être moins, mais c'était peut-être celle de trop, je ne sais pas, que les autres fois. Et elle rigole parce que je suis rouge écarlate et déjà en pleurs, parce que je suis très énervée. Je veux juste qu'elle se taise et je veux juste qu'elle arrête de rire et je veux qu'elle arrête de se moquer de moi, surtout. Je l'attrape par le cou. On glisse toutes les deux contre la tablette près de la fenêtre et donc en fait je commence à l'étrangler.
mais vraiment, vraiment fort. Je sens mes doigts qui appuient sur sa glotte et qui poussent. Je suis en train d'enfoncer sa glotte. Au début, elle rigole, toujours, parce que visiblement, c'était très, très marrant. Et puis, elle rigole plus. Elle prend mes mains et elle essaye de les desserrer. Sauf qu'en fait, moi, je suis furax. Je ne sais plus ce qui se passe. Je m'en fous de toute façon. Sa gueule, elle va la fermer, peu importe comment. Ça fait déjà 2 ans que j'hésite à prendre un couteau. Je ne l'ai jamais fait. Là, c'est bon, c'est fini, j'en peux plus. C'est de trop, je ne peux plus. Et donc, en fait, au même temps que je l'étrangle, je tape sa tête sur le rebord de la fenêtre et sur le rebord de la tablette. Je suis là, à moitié couchée sur elle, avec mon sac, et cette haine, j'ai envie de la tuer. Je veux juste qu'elle ferme sa bouche, je veux la tuer. Personne ne m'arrête, personne n'intervient. Tous ces sbires qui étaient toujours là à la soutenir, me cracher sur les chaussures, me retenir dans le train, faire plein de choses désorangeantes, là, tout le monde reste à l'arrêt. Je lâchais pas. J'étais tellement hors de moi, je voulais juste l'étrangler. À ce moment-là, elle change de couleur. Elle essaie de retirer mes mains, sauf que la pression est beaucoup trop forte. Et dans ses yeux, la première fois depuis tout ce temps, je vois la peur. Elle a peur, en fait, de moi. Je sais même pas dire ce que ça me fait, je sais juste que je veux qu'elle se taise. Elle se tait, là. En soi, j'aurais pu la lâcher, mais en fait, je la lâche pas. Et d'un coup, je vois mon arrêt de train. Je me suis déjà fait avoir une fois à me faire retenir pour l'arrêt suivant. Ça arrivera pas cette fois-ci. Donc, je la lâche. Parce que c'est mon arrêt de train et que j'ai pas envie de revenir à pied. Donc, je la lâche. Et je descends du train, tout simplement. Je suis encore très, très, très énervée. Elle passe sa tête par les portes et elle me hurle. Si l'année prochaine, t'es dans ma classe, je te tue! Et là, je lui fais juste un 3e doigt en lui disant un gros ferme ta bouche vulgaire. Et en fait, rien. Je suis même pas fière. Voilà, je sais même pas ce qui vient de se passer. Complètement perdu les pédales, j'ai pété un plomb, je sais même pas dire ce qui s'est passé. Les jours suivants, je me sens peut-être l'âme d'une sorte de guerrière. Je suis pas fière parce que c'était quand même limite. Je ne sais pas si mon arrêt de train était pas arrivé à ce moment-là. Je ne sais pas ce qui m'aurait fait lâcher. J'étais tellement énervée, je ne sais pas. Donc je me sens une sorte d'âme de guerrière. Il y a quand même un côté un petit peu... Je jubile quand même. Ça fait quand même 2 ans que je supporte tout ce qu'elle a envie de me faire subir. Et là, en fait, pour une fois, c'est moi qui agresse et c'est elle qui se tait. C'est pas l'inverse. Même si je ne me suis jamais laissée faire pendant ces 2 ans et que chaque fois que j'ai estimé, j'ai répondu. Mais là, pour une fois, visiblement, c'est vraiment moi qui ai pris le dessus. On doit être début juillet, quelque chose comme ça. Je suis partie tout le mois de juillet, donc au mois d'août, elle me contacte, elle m'envoie un message et elle me dit « Salut, tu veux pas venir passer l'après-midi chez moi ?» Et moi, mais oui, complètement fou. Mais oui, oui, bien sûr, je veux bien venir passer l'après-midi chez toi. Cette fille est dangereuse, elle est folle. Et moi, je vais passer l'après-midi chez elle, comme ça, juste à 2, il y a personne. C'est peut-être ça aussi, il y a personne. Il y a juste elle et moi. Elle doit pas faire la belle, elle doit rien faire, et c'est elle qui m'invite. Je vais chez elle, on passe l'après-midi ensemble, et c'est même sympathique. Elle m'explique plein de choses, elle me fait des confidences sur sa vie privée, elle me fait des confidences sur des actes sexuels qu'elle a déjà avec un homme. Elle a été réglée, elle devait avoir 8 ans et demi, entre 8 et 9 ans, et en fait, elle n'a jamais été soutenue par sa maman, et en fait, elle me dépose tout ça comme ça, et moi, je suis là comme une cruche, et je fais « Ah oui ». La rentrée scolaire suivante, dans l'école où on était, il y avait plusieurs options à prendre. On avait vécu la 1re et la 2e année dans la même classe, et à partir de la 3e, chacun prenait ses options. Je voulais, à la base, parce que ça m'amusait beaucoup, prendre dessin, sauf qu'elle dessine excessivement bien. Arrivée devant le choix des options, je me suis quand même dit, c'est peut-être pas très très sérieux ou très prudent. Il y a quand même d'autres options dans cette école, vu que je ne changeais pas d'école, pour peut-être se mettre en sécurité et quand même terminer sa scolarité, éviter qu'elle me tue ou que je la tue. Ce serait quand même pas mal de faire juste un cursus classique. Et donc j'ai pris l'option sport. Je me retrouve dans une option très très solidaire. On pousse le corps et l'exercice vraiment loin. Les cours sont intenses, les efforts physiques sont vraiment puissants, les courbatures sont réelles, et donc du coup l'ambiance entre nous est très très fraternelle et est vraiment très soudée. Elle a du mal du coup à trouver un petit peu un angle d'attaque, car en dehors du fait que je lui ai répondu et que moi-même je me sens plus sûre, j'ai à mon tour autour de moi un groupe de mecs bien faits, sportifs, rigolos, fun, avec qui potentiellement elle voudrait bien sortir et qui sont tous mes amis. Et donc elle n'a pas le choix que de me laisser tranquille.
On me dit même à l'époque, si elle t'approche, elle aura affaire à nous. Donc moi, je suis en super sécurité. Nos chemins se séparent un peu comme ça. Et c'est très bien comme ça. Et donc, moi qui profitais déjà quand elle était dans les parages, tant qu'elle ne m'agressait pas, autant dire que là, elle n'est plus du tout là, elle n'a plus aucun accès à moi. Je vis la meilleure année de ma vie. J'étais déjà assez bien dans mes baskets parce que j'avais fait le choix de me dire que mon problème c'était elle et que le problème ne venait pas de moi. Mais là, clairement, niveau épanouissement, j'explose. D'ailleurs, je m'amuse tellement que je rate mon année. Un jour, je change d'école. On n'est plus du tout dans les mêmes sphères. Ceci dit, je vais toujours à l'école en train. Et elle aussi, visiblement, parce qu'on s'est déjà recroisés dans le train. Et en fait, quand je la vois, j'ai mal au ventre. D'un coup, il y a une tension. Je me sens pas bien. Malgré le fait que j'ai mis le haut là, pendant 1 an, elle n'ait plus du tout eu accès à moi. Il reste au fond de moi les stigmates de ce qu'elle m'a fait pendant tout ce temps. Et j'arrive pas à juste être détendue et à me dire c'est juste quelqu'un comme ça que je ne connais pas ou que je connais de loin. Elle a une emprise sur moi qui reste malgré le fait qu'elle n'a plus du tout intérêt à m'approcher. Mais il y a une tension. Voilà, vraiment, c'est au niveau de l'estomac, quoi. D'un coup, ça tire. Un jour, je change donc encore une fois d'école. J'arrive dans la salle de gym pour l'inscription et dans cette toute nouvelle école et je me retourne et elle est là. En fait, je la vois au milieu de tous les autres élèves et là, je fais ah non. Pourtant, je suis nettement plus grande et en fait, le fait de la voir dans cette salle de gym, donc potentiellement élève de cette école, je me suis dit mais ça, je vais pas tenir. C'est pas possible. Il s'avère pour finir qu'elle était venue accompagner une copine à elle qui s'inscrivait. Elle venait pas dans l'école. Mais cette nanoseconde où je me suis dit « Oh, elle arrive !» c'était bête. J'étais beaucoup plus grande, j'avais de quoi lui répondre, mais en fait, j'avais juste pas envie de problème. J'avais juste pas envie. Les années passent, je fais ma vie, je travaille, j'ai des enfants, j'ai plein de choses. J'oublie pas cette histoire parce que je raconte sans problème. Mais il n'y a pas si longtemps, il y a 2 ans, quelque chose comme ça, je reçois un message sur Messenger de quelqu'un qui n'est pas dans mes contacts. Et je vais donc du coup voir qui est cette personne, il est marqué « Vous avez un message ». Je clique dessus et au moment où je clique, je vois sa tête. Et je vois juste le début qui dit « Salut, ça fait longtemps que je voulais te recontacter ». Hop là, de nouveau mal au ventre. Je prends du temps. Alors du temps. Le temps est relatif, mais peut-être qu'au lieu de cliquer dessus dans la seconde, je clique dessus l'après-midi. Le fait qu'elle me recontacte me suit vraiment. J'ai pas du tout envie de l'ouvrir. En même temps, je sens que je dois, et en même temps, je suis trop curieuse, mais en même temps, voilà, plein d'émotions qui se bousculent entre de la tension et quand même envie de voir, et puis en fait pas envie, et puis en fait, bizarrement, j'ai peur que en la faisant rentrer sur Facebook, moi je veux pas qu'elle vienne poster en dessous une raillerie quelle qu'elle soit. Jamais je supporterai qu'elle elle puisse commenter le moindre de mes posts de façon un tant soit peu comique. Je clique sur le message et en fait, elle explique que ça fait quelque temps qu'elle essaye de rentrer en contact avec moi. En fait, elle veut s'excuser. Elle veut s'excuser d'avoir été aussi agressive avec moi. Elle se rend compte de tout ce qu'elle m'a fait subir pendant 2 ans. Alors, je sais pas si elle se rend vraiment compte, mais en tout cas, là, elle a l'air bien embêtée et c'est très, très bien pour elle. Elle fait vraiment son mea culpa. Elle explique qu'elle était elle-même agressée quotidiennement par son frère et que sa seule manière de ne pas virer folle ou de se suicider est de poser toute cette agressivité qu'elle reçoit au quotidien dans son cocon sur quelqu'un. Pas de bol. Elle m'a choisi, moi. Elle m'a choisie car elle est jalouse de mon lien familial, elle est jalouse de l'entente avec mes parents, avec mes frères. Et dans son message, elle m'explique. En fait, c'est horrible parce que elle dit « Je suis fière de toi » et en fait, je lui en veux. « T'es fière de quoi ?»« Bah, tu me connais pas. En fait, t'es fière de quoi ?» Donc j'ai envie juste qu'elle reste à sa place. Et elle me dit « Je suis fière de toi parce que je vois que tu as trouvé une passion et que tu as réussi à t'en sortir dans la vie. » Non, mais alors là, mais non, mais elle se prend pour qui ? Elle se prend pour qui de dire « Je suis contente de voir qu'en fait, dans la vie, tu as réussi à faire quelque chose de bien. » Mais elle a cru qu'elle avait eu un impact à ce point sur moi. Là, c'est la première fois depuis très longtemps que je suis énervée. Je suis fâchée parce qu'elle me fait passer pour une victime. Alors que, mon Dieu, j'étais une victime de ses actes, mais je n'étais pas une victime. Pourquoi je n'étais pas une victime ? Parce que dans ma vie, à moi, en dehors d'elle, je suis quelqu'un de sain, je suis quelqu'un de posé. Je viens d'un milieu très sain, très rempli d'amour, d'écoute et plein de choses. Et donc, je ne me suis jamais sentie une victime.
Et ça m'a super fort dérangée qu'après toutes ces années, elle se permette de me mettre dans une case où moi-même j'ai jamais été. Et donc, je lui ai répondu tout de suite en lui disant: «J'ai bien lu ton message, je vais cependant prendre le temps de correctement y répondre, parce que hors de question de mal choisir mes mots». Je lui ai dit: «Est-ce que j'ai eu envie, de te tuer? Oui. Est-ce que, j'ai eu envie de te tabasser? Oui. Est-ce que je t'ai détesté? Oui. Est-ce que si j'avais pu avoir une poupée vaudou et t'enfoncer, des pics dans les yeux, mais je l'aurais fait 1000 fois». Mais à aucun moment, je n'ai été une victime dans l'entièreté de ma vie. Et je voulais qu'elle puisse l'entendre et à aucun moment ce qu'elle m'a fait n'a déterminé qui je suis. Ce qu'elle m'a fait a déterminé, par contre, ma capacité à me dire: «OK, les gens ont des problèmes. Ce n'est pas moi, en l'occurrence, le problème». Je dirais que cette espèce d'adage: «Ce qui nous tue pas nous rend plus forts» est, complètement le cas ici, dans le sens où elle m'a fait vivre quelque chose d'horrible, mais qui me fait prendre conscience qu'on ne naît pas méchant et c'est vraiment quelque chose qu'actuellement je fais passer à mes enfants. On est tout petit, tout mignon, tout rose et à la base on aime tout le monde. C'est vraiment ça, je dirais, ce qu'elle a pu m'apprendre au final, c'est qu'il y a des situations, il y a des moments qu'on vit qui sont d'une violence extrême, mais déjà il faut laisser bien les moments à la place qu'ils ont, c'est-à-dire c'est un moment avec elle. C'est pas parce que je vis un sale moment avec elle que je suis une mauvaise personne ou que je suis une personne à jeter entièrement. J'ai mes valeurs et elles sont ce qu'elles sont et elle vient les entacher, mais c'est juste ça. Laissez bien ce genre de personnes bien à leur place. Et limite qu'elle aille se soigner parce qu'en effet, elle a besoin d'aide. La preuve en est, 24 ans plus tard, elle vient me retrouver et elle me dit « Pardon, en fait, j'ai merdé ». Si ça m'a fait du bien, parce qu'en fait, simplement, j'avoue que le fait de reconnaître qu'elle avait été trop loin m'a fait plaisir. Si j'ai détesté qu'elle me mette dans une place de victime, au final, ça prouve juste que l'amour et le fait de réussir à avoir des espaces où on peut parler, où on peut lâcher du lest, permet vraiment de pas complètement péter un plomb. Je pense que je l'aurais étranglé et tué bien plus tôt si j'avais pas eu d'espace pour parler chez moi. J'y repense souvent en me disant « Mon Dieu, mais si le trajet avait été plus long, je l'aurais peut-être vraiment tué. » Parce que j'étais partie là-dessus. Vous venez d'écouter Transfert, épisode 223, un témoignage recueilli par Grégory Cureau. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz. Prise de son, Mona Delahaye. Montage et réalisation, Victor Banamou. L'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur Slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 2 fois par mois, vous aurez accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. À retrouver sur slate.fr/transfertclub et sur toutes les plateformes de podcast. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.